voir un spectre assez large finalement de la laïcité. Pierre, à toi. Bien. Mais effectivement, bon, le décor est posé. On sait bien que si on sort dans la rue, demander aux gens ce qu'ils entendent par laïcité, on risque d'avoir des réponses assez différentes. Et donc, elles viennent d'être évoquées d'une certaine façon avec un débat qui est assez complexe et qui répond également à, un débat politique assez vif. Le débat sur la laïcité a une fonction politique dans le débat public. Et on le voit bien avec les derniers éléments que vous avez évoqués. Donc c'est un débat qui mérite d'être mené, et je pense que je vais expliquer de quelle manière moi j'entends qu'il le soit, mais qui mérite d'être mené parce que j'expliquais tout à l'heure à Nadia qu'une des choses qui a été déclencheuse pour moi dans le fait de m'intéresser à cette question et d'y travailler, c'est lorsque en 2005, Marine Le Pen a commencé à s'emparer du sujet et à se présenter comme étant la meilleure défenseuse de la laïcité. Ça m'est apparu tout à fait insupportable, et donc je crois qu'il y a besoin ça s'inscrivait dans une opération de ravalement de façade du Front National qui visait à lui donner une respectabilité républicaine à laquelle il ne peut pas prétendre au regard de son idéologie et de ce qu'il défend. Donc je crois que ça nécessite effectivement de ne pas laisser ce sujet à d'autres, et bien effectivement de s'en emparer, mais de manière progressiste. Et c'est ce à quoi je pense nous devons réfléchir. Moi je m'inscris, alors on pourrait discuter sur la notion d'accommodement, mais je laisse ça peut-être à la discussion. Mais en tout cas, dans la typologie qui a été définie par Jean Bobéro, naturellement, la perspective qui me semble la plus porteuse, c'est la dernière. Mais je crois que la manière dont il présente les choses le laisse présager. Mais peut-être avant d'en venir là, un petit détour par l'étymologie que j'ai l'habitude de faire. Le mot laïcité, ça vient du mot grec laos. Laos, ça signifie peuple. Et il y a différents mots en grec qui signifient peuple. Il y a le mot démos, qui est donné démocratie, mais le démos, c'est le peuple en tant qu'acteur politique, mais acteur politique au sens réduit du terme, c'est-à-dire ceux qui ont des droits. Et on sait bien que dans les cités antiques, tout le monde n'a pas des droits, à commencer par les femmes qui n'en ont pas. Mais voilà, donc on est dans ce registre-là. Ensuite, il y a le mot ethnos qui a donné le mot ethnie chez nous. Je ne développe pas là-dessus, mais ça pourrait nous renvoyer à certaines conceptions de la laïcité qui ont été évoquées. Et puis, il y a le mot laos, qui lui signifie le peuple. Et c'est le peuple par opposition au chef militaire, par opposition donc au chef politique, et peut-être y compris au chef religieux, puisqu'à l'époque, avant d'aller déclarer la guerre, on va consulter les oracles. Voilà. Donc, on est dans une définition qui, moi, m'intéresse. Il ne faut pas faire dire plus que ce qu'elle ne peut dire à l'étymologie, mais ça m'amène à acquiescer à ce que Nadia Madache a dit tout à l'heure, c'est-à-dire que la laïcité n'est pas une valeur, mais souvent on voudrait remplacer dans le triptyque républicain la valeur faible, entre guillemets, je dis entre guillemets parce que pour moi elle ne l'est pas, mais qui est la fraternité, par tout un tas d'autres mots, dont le mot de laïcité très régulièrement. Or, ce n'est pas du même registre. Voilà. La laïcité est un principe politique. Elle est un principe politique qui, pour moi, établit que la souveraineté réside dans le peuple dans son entier, en tant qu'association d'hommes et de femmes libres, égaux, égales. Donc, si la laïcité réside dans le peuple, ça a plusieurs corollaires, qui sont les piliers pour moi de la laïcité, mais je ne vais pas inventer des choses que vous connaissez déjà. Tu as cité ça, Annie, tout à l'heure. La liberté de conscience, parce qu'évidemment, il ne peut pas y avoir de souveraineté si les individus ne sont pas libres de leur conscience, de leurs opinions, de leur expression. Deuxièmement, l'égalité des droits. Et là, moi, je fais mienne la formule de Jaurès qui disait qu'est-ce que la laïcité, c'est la démocratie, qu'est-ce que la démocratie, c'est l'égalité des droits. C'est fondamental. Et il ne peut pas y avoir de souveraineté sans égalité des droits. Et puis la volonté pacifiste, la volonté fraternelle, la volonté de vivre ensemble. Et vous voyez qu'on retombe sur le triptyque républicain, et effectivement, la laïcité et la République sont fondamentalement, intimement liées. Je veux ajouter, une fois que j'ai dit ça, deux choses. La première, c'est que la séparation des églises et de l'État, c'est le titre de la loi 1905, est un passage obligé, un outil indispensable de la mise en œuvre de la laïcité, pour des raisons qu'on comprend aisément, qui est que s'il y a un culte qui est reconnu par l'État plus que les autres,
il y a une rupture d'égalité, qu'elle soit symbolique ou réelle au bout du compte, et donc la séparation est indispensable. La deuxième chose que je voudrais ajouter, c'est que la laïcité, c'est une idée relativement récente dans notre histoire. Le mot arrive en 1870 à peu près. Dans le Littré, le mot laïcité apparaît à ce moment-là. Voilà. Donc, vous voyez que... et donc l'idée, qui était en germe, hein, elle est en germe... on pourrait faire remonter des germes de laïcité très très tôt dans l'histoire, hein, mais cela étant dit, elle n'est formulée, elle n'apparaît réellement qu'à cette époque-là. C'est pas le hasard d'ailleurs. Elle apparaît au moment où la République commence à s'installer dans notre pays, difficilement, hein, avec une majorité monarchiste à l'époque, en 1870, etc. Bon, peu importe, mais voilà, on est dans ce moment-là. Donc peut-être, avant d'en venir à aujourd'hui, en essayant d'être très bref, afin de ne pas excéder mon temps de parole, mais il y a deux moments forts dans notre pays, dans l'affirmation du principe de laïcité. Le premier, malgré ce que je viens de dire, c'est la Révolution française, même si le mot n'existe pas à l'époque. Puisque, si on se réfère à la définition que j'ai portée, que j'essaierai d'étayer par la suite, il se trouve que la mise en cause par la Révolution du pouvoir absolu, en l'occurrence du pouvoir absolu de droit divin, quelque part, relève d'une affirmation de type laïque. Et qu'un certain nombre de gestes révolutionnaires enracinent cette idée-là. La Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, l'abolition des privilèges pendant la nuit du 4 août, mais des gestes aussi beaucoup plus, qui peuvent apparaître beaucoup plus anecdotiques, mais vous l'avez cité, la création de l'état civil. Auparavant, votre existence légale était déterminée par des actes religieux, le baptême, le mariage, etc. Et donc la création de l'état civil donne une existence égale à chacune, à chacun. Et donc c'est le point de départ, hein, d'une certaine manière, de l'égalité. Donc, la Révolution française, on pourrait revenir, mais vous en avez parlé, j'y reviens pas, sur les biens nationaux, etc., qui déjà à l'époque font débat. Et sur un certain nombre d'autres épisodes, il y a quelque chose qui se cherche pour évoquer l'être suprême, le culte de l'être suprême. Par exemple, hein, où on cherche une religion de substitution, ça n'est pas la laïcité, hein, évidemment, c'est tout à fait autre chose. Bon, voilà. Mais on sent qu'au moment de la Révolution française, cette idée-là cherche à percer. Deuxième moment fort, il a été évoqué déjà, naturellement, c'est la loi c'est 1905 et la loi de 1905. Et qui vient au bout non seulement de 18 mois de débat parlementaire, mais au bout de 35 ans de maturation dans la société française. Puisque au moment où apparaît le mot de laïcité, en 1970, apparaissent de manière significative dans les différents programmes des différents partis socialistes de l'époque, des revendications de séparation des églises et de l'État, et avec une mise en œuvre déjà en 1871 sous la Commune de Paris. Et donc, on progresse vers l'affirmation de cette loi, et je le disais tout à l'heure, mais je le précise à nouveau, qu'elle vient après les lois de 1875 qui installent les institutions républicaines, après les lois de 1880 qui consacrent la liberté d'expression, après les lois de 1884 qui établissent les libertés syndicales, après la loi de 1901 qui elle-même met en œuvre la liberté d'association, le droit d'association, et donc la loi de 1905 vient parachever d'une certaine façon l'édifice républicain. Voilà. Donc tout ça n'est pas anodin, et cette loi, on lui fait dire beaucoup de choses dans le débat public, des choses que bien souvent elle ne dit pas, donc les choses ont été rappelées, je n'y reviens pas, mais elle établit la séparation, elle met fin au budget des cultes, hein, qui était le régime précédent, qui était le régime dit des cultes reconnus, le régime concordataire, et donc on entre dans le régime de laïcité. Et dernière précision là-dessus, les historiens s'accordent à reconnaître que c'est une loi dont la volonté est l'apaisement. Ça n'est pas la loi d'une victoire d'une France contre une autre
Ça n'est pas comme ça qu'elle est conçue, par Aristide Briand, qui en est effectivement un rapporteur, et par Jaurès, qui joue un rôle un peu décisif, malgré le fait qu'il soit méconnu dans cette histoire-là. Voilà, on est dans une volonté qui est celle-là, mais cela étant dit, naturellement, ça ne se fait pas sans résistance, ça ne se fait pas sans affrontement, ça n'est pas un long fleuve tranquille, et donc il faut y compris que la Première Guerre mondiale passe là-dessus, et vienne créer le traumatisme que l'on connaît, pour qu'ensuite les choses soient définitivement installées dans notre pays avec un certain nombre d'ajustements qui se font par la suite. Voilà. Donc peut-être ces deux moments forts dans l'histoire de notre pays. Et dernière chose que je voudrais rajouter sur l'histoire, en 1905, 1904, lorsque les parlementaires se penchent sur l'écriture de cette loi, eh bien ils vont voir, par exemple au Mexique, quelles ont été les lois laïques qui ont été écrites. Donc j'en profite pour dire que on a le sentiment, on parle souvent de laïcité à la française, cette formule me gêne un petit peu par les temps qui courent, même si j'en comprends le sens, qui est que notre peuple a un apport particulier à la construction de ce principe, naturellement. Mais en même temps, c'est un principe qui a une histoire aussi ailleurs, et les idées n'ont pas de frontières, et je crois qu'il faut reconnaître, y compris des anglo-saxons, malgré tout ce qu'on peut dire aujourd'hui, on y reviendra sans doute dans le débat, mais sur le modèle anglo-saxon, multiculturaliste, etc., un penseur comme John Locke, même s'il n'invente pas la laïcité, met sur la voie de ce principe déjà à l'époque. Donc voilà. Tout ça pour dire que ce principe a une vocation universelle par nature, puisqu'il établit, par exemple, l'égalité et donc l'universalité des droits, même si on ne peut pas décréter son universalité, son caractère universel, sa vocation universelle, elle, à mon avis, mérite d'être rappelée. Peut-être quelques éléments, deuxième partie de mon propos sur aujourd'hui, sur la manière dont la laïcité aujourd'hui est blessée, mais en tout cas la manière dont elle est débattue également. Je vais commencer par dire que je suis d'accord avec l'affirmation selon laquelle il n'existe pas de modèle absolu. Vous voyez, un truc qu'il faudrait atteindre à tout prix et qu'on devrait ou appliquer ou ne pas appliquer, et qui ferait que soit on est laïque, soit on ne l'est pas. Voilà. Je pense que poser le débat en ces termes est tout à fait désastreux. Et pour ma part, mais pour diverses raisons, je me méfie de l'idée de modèle. Bon. Donc, ceci étant dit, voilà, il me semble qu'elle résulte d'un mouvement populaire. Elle doit résulter d'un mouvement populaire maîtrisé par les hommes et les femmes, d'un mouvement démocratique. Et donc c'est une construction. Et donc les peuples, chaque peuple, invente aussi sa manière de vivre la laïcité et de la faire progresser. C'est un mouvement. Voilà. Donc aujourd'hui, on ne peut méconnaître que parler de laïcité dans le contexte que nous connaissons fait appel à un certain nombre de questions, enfin réveille un certain nombre de questions qui sont des questions extrêmement, prégnantes dans la société. D'abord, on ne peut pas ignorer que nous sommes dans un affrontement identitaire qui est extrêmement violent et qui n'a cessé de monter crescendo ces dernières années. Cet affrontement identitaire, il va de pair avec une montée des racismes. Donc on est dans une logique où on enferme les gens étiquettes, où on globalise, on essentialise, pour employer le terme le plus précis, c'est-à-dire qu'on résume l'individu à une identité préfabriquée, préformatée. Or, nous sommes des individus en mouvement, nous sommes le produit d'une histoire sociale, le produit d'une histoire familiale, le produit de nos rencontres, de nos lectures. Voilà, nous sommes des êtres humains complexes, semblables et différents. Voilà. Et donc, l'appauvrissement du débat politique et cette notion d'identité qui vient remplacer quelque part la notion de culture est extrêmement dangereuse dans la manière dont elle est maniée dans l'espace public, parce que ensuite elle produit des affrontements. C'est pour ça que je parle d'affrontement identitaire. Et cet affrontement identitaire, tu m'arrêtes quand je suis trop long, il faut directement le relier
à la théorie du choc des civilisations, qui a été inventée à la charnière des années 90 par un universitaire américain. Si ça avait été une vague idée comme ça serait déjà suffisamment préoccupant, mais ça a été mis en œuvre. La théorie du choc des civilisations, pour mettre tout le monde à jour, mais en 2 mots et sans caricaturer trop, elle dit la chose suivante. Elle dit voilà, un affrontement s'achève, le mur de Berlin est tombé, désormais une nouvelle polarisation est en train de se mettre en place sur des bases dites culturelles, et donc vous allez avoir d'un côté l'Occident libre, démocratique, paré de toutes les vertus, et de l'autre le monde musulman, qui évidemment est tout à fait l'inverse, et ces 2 mondes inconciliables, eh bien, vont s'affronter à nouveau, et donc il faut mener cette guerre. Donc l'affrontement identitaire qui existe dans notre pays, il est directement lié à cette représentation du monde qui a été donc mise en œuvre et qui a créé beaucoup de dégâts sur la planète, mais également jusque dans nos quartiers. Voilà. Donc je crois qu'on ne peut pas ignorer tout ça en parlant de laïcité aujourd'hui, et tout ça parce qu'évidemment ça se relie à des identités de type religieux, qui sont des identités bien souvent reconstituées, où on réduit un individu à sa religion supposée. On a parlé de musulmans d'apparence, c'était Sarkozy, je crois, qui avait employé cette formule. Et donc, dans ce contexte-là, il y a une islamophobie. Alors, le mot fait débat, on pourrait en discuter, mais pour mettre un mot sur une réalité, une musulmanophobie, pour employer un autre terme qui ne dit pas exactement la même chose, mais qui correspond également à une réalité, avec donc en tout cas une stigmatisation des musulmans dans la société française, et qui n'a cessé depuis, j'ai cité 2005, mais en réalité on pourrait remonter un petit peu plus loin dans l'histoire. Donc voilà, et donc je disais tout à l'heure, la laïcité a une fonction, c'est qu'elle vient, catalyser cet affrontement identitaire, et elle vient ranger les autorités publiques, l'État, la bien-pensance globale, d'un côté de la barrière, et mettre la laïcité dans la mêlée, alors qu'effectivement, comme ça a été signé dans la mêlée, eh bien, elle n'est pas une opinion, c'est toi qui le disais, au contraire, elle est l'issue à cet affrontement identitaire, elle est la solution. Ça mériterait un développement que je ne vais pas faire, mais on y reviendra peut-être dans le débat sur la nature du fait religieux et du phénomène religieux. Mais je prêche c'est peut-être le dire, pour une conception dialectique du fait religieux, donc pour le voir dans toutes ces contradictions. Donc pour moi, il y a 3 défis majeurs dans la laïcité aujourd'hui, compte tenu de ce que je viens de décrire, de son histoire et de ce que je viens de décrire. Il y a naturellement un faisceau autour de la question religieuse elle-même. On voit bien qu'il y a un développement d'un certain nombre d'intégrismes. J'en profite pour préciser, parce que dans le débat public, c'est pas toujours très clair. Religion n'est pas égale à intégrisme. L'intégrisme, c'est un projet politique. C'est un projet politique de conquête et d'exercice du pouvoir au nom d'une idéologie, d'un petit nombre qu'on veut imposer, une idéologie qu'on veut imposer. Donc c'est un principe totalitaire, voilà. Un mouvement totalitaire. Des mouvements totalitaires, parce qu'il existe des intégrismes. Voilà. Donc l'intégrisme s'oppose de fait à la laïcité telle que nous l'avons définie, et il me semble que c'est évidemment un défi qu'il ne faut pas minimiser et négliger. Deuxième enjeu, toujours autour de cette question religieuse, c'est l'enjeu du communautarisme. Alors je fais attention, tous les mots que j'emploie sont piégés, mais on y reviendra dans la discussion. Le communautarisme, il ne s'agit pas, mais ça a été évoqué par Nadia tout à l'heure, il ne s'agit pas de nier l'existence de gens qui se regroupent autour d'intérêts communs, de pratiques communes, etc. Mais le communautarisme, c'est tout à fait autre chose. C'est la volonté de vivre de manière autarcique, de manière séparée du restant de la société, et y compris d'aller jusqu'à revendiquer des droits particuliers pour une communauté. Donc là, on sort du régime de laïcité et quelque part d'une certaine conception de la République.
Et donc, mais l'autre jour dans un débat, un jeune me disait, oui, mais le communautarisme, nous ne le choisissons pas, nous le subissons. Voilà. Donc ouais, ça, vous voyez, ça entraîne un certain nombre de débats dont on pourrait parler, mais qui ont trait au vivre ensemble. Donc j'ouvre une parenthèse là-dessus. Naturellement, la laïcité porte fondamentalement la volonté de vivre ensemble. Tu disais outil du vivre ensemble. Ça suppose de réunir un certain nombre de conditions sur lesquelles je vais revenir, mais évidemment il y a des frictions dans la société parce que nous sommes différents, nous ne vivons pas tous de la même façon, etc. Et donc il faut pouvoir gérer ces conflits. Mais c'est le rôle de la politique de gérer les conflits, de solutionner les conflits. La politique a été, entre guillemets, inventée pour ça. Enfin, certains l'ont inventée pour faire la guerre et pour dominer les autres et pour exercer le pouvoir. Hein, d'accord, mais voilà. Mais la politique, en principe, ne devrait pas être conçue pour ça. Elle devrait plutôt l'être pour construire la paix et le vivre ensemble. Et donc, c'est pour ça, je reviens sur ce que je disais, que la laïcité est un principe éminemment politique. Voilà. Je ferme la parenthèse. Troisième idée, toujours dans le champ de la question religieuse, c'est la question de l'obscurantisme. C'est-à-dire la volonté d'éteindre les consciences et d'empêcher les individus d'être libres, et de pouvoir se confronter à d'autres idées différentes et à partir de là de se faire leur propre opinion, effectivement, de réfléchir, etc. Et donc, voilà, ça blesse le principe de laïcité. Donc, je crois ça fait partie de ces défis, de ces chantiers. Mais je voudrais aller un petit peu plus loin en accélérant, en disant que pour moi, compte tenu de la définition que j'ai donnée, le principe de laïcité ne se réduit pas à gérer les relations entre les églises et l'État et les relations entre les sociétés et les religions. Je pense qu'il faut au contraire lui donner toute sa dimension. Et donc bien souvent les définitions qu'on en donne, ça m'arrête là. Or je crois que si elle est effectivement l'égalité des droits, eh bien, ça veut dire qu'un de ces défis, c'est de, par exemple, développer à la fois l'égalité entre les hommes et les femmes, on pourrait revenir là-dessus, mais aussi de développer les services publics. Les attaques subies par les services publics ces dernières décennies ont conduit à des ruptures d'égalité dans nos sociétés qui blessent le vivre ensemble profondément et qui blessent la laïcité. Et donc il y a besoin de développer les services publics, y compris des services publics nouveaux, pour construire de l'égalité dans notre pays et sans doute à l'échelle du monde. Donc c'était le deuxième enjeu que je voulais pointer. Troisième enjeu autour des questions de démocratie, parce que j'ai parlé de souveraineté, donc je parle de démocratie, de la souveraineté populaire, aujourd'hui, est attaquée de toutes parts. Elle est attaquée par un certain nombre d'abandons à l'échelle européenne. Je ne développe pas là-dessus, mais l'exemple grec est suffisamment éloquent pour que je ne m'étende pas. Elle est attaquée du point de vue de la démocratie locale. Peut-être, on pourrait revenir, Annie en sait quelque chose aussi de son côté, mais voilà, puisqu'on cherche à étouffer un petit peu ce qui peut émerger sur le terrain et les expressions citoyennes, l'intervention citoyenne au plan local. Et puis, elle est profondément mise en cause dans le champ économique et social. Et les mobilisations qui sont en train de se faire jour autour de la loi El Khomri, par exemple, en sont un des multiples témoignages et sans doute pas des moindres. Voilà. Et donc, on est encore dans ce champ-là, bien souvent sous le régime de la monarchie, mais en tout cas, au moins sous celui de l'oligarchie. Et donc l'oligarchie, la définition de l'oligarchie, c'est le pouvoir exercé par quelques-uns. Et donc si vous revenez à la définition que j'ai donnée, et bien forcément, la laïcité est profondément blessée par cette petite oligarchie politico-financière qui exerce un pouvoir exorbitant sur nos vies, avec une pseudo-religion, d'ailleurs, au passage, hein, le libéralisme, avec ces temples, les temples de la consommation, avec ces grands prêtres qui parlent à la télévision matin, midi et soir, etc. Et je pense que la laïcité, au fond, pour aller au bout, est profondément blessée par le capitalisme. Et donc, je pense que si on oublie cette dimension des choses, je crains qu'on ne donne pas toute sa dimension au combat laïque, qui est un combat profondément révolutionnaire et émancipateur. Je vais m'arrêter.